Tous une idée de ce que c'est, une prison. Des murs, des barreaux, mais la pire des prisons, elle n'est pas faite de pierre, c'est celle qu'on a dans la tête. Aujourd'hui, on va plonger dans l'esprit d'un homme qui n'est pas juste enfermé, il est possédé par une seule et unique idée. Une idée qui dévore absolument tout le reste. 3 mots, juste 3 mots. Condamné à mort. Et voilà, en une seconde, tout un monde, toute une réalité s'écroule. Comment un esprit peut survivre à une chose pareille ? Ce n'est plus juste une information, non. C'est le début d'une véritable possession. Ça fait 5 semaines. 5 semaines qu'il vit avec ça. Imaginez un peu. Cette pensée, c'est devenu une compagne de tous les instants. Une présence constante, glaciale, qui pèse sur chaque seconde de chaque jour. C'est comme une cohabitation forcée avec sa propre faim. Mais pour vraiment saisir toute l'horreur de sa prison actuelle, il faut absolument comprendre ce qu'il a perdu. Il faut qu'on remonte le temps juste un instant pour voir qui il était avant, découvrir cet esprit libre, foisonnant, avant que tout ne bascule. Avant toute cette histoire, il le dit lui-même, j'étais un homme comme un autre homme. Son esprit, c'était pas une prison, c'était tout le contraire. C'était un torrent d'idées, de fantaisies, d'images, un flux permanent qui était en fait la définition même de la liberté de penser. Et son imagination, à quoi elle ressemblait ? Eh bien, c'était un véritable feu d'artifice. Des jeunes filles, de splendides costumes d'évêques, des batailles gagnées, des théâtres remplis de lumière et de bruit, des balades sous les arbres la nuit. C'était un foisonnement permanent, ce qu'il appelle de magnifiques, inépuisables arabesques. Sa vie intérieure, c'était une fête, une célébration constante de la pensée. Et c'est là qu'on voit la fracture, la rupture totale. Avant, son esprit était un terrain de jeu sans limite. Il était libre. Maintenant, son corps est peut-être offert dans un cachot, mais ça, ce n'est presque rien. La vraie prison, la pire de toutes, c'est son esprit, qui est enfermé, emmuré dans une seule et unique idée. Alors on pourrait se demander, qui est le grand méchant de cette histoire ? Le geôlier ? Le juge ? Non, le véritable antagoniste, c'est l'idée elle-même. C'est elle qui mène le jeu, c'est elle qui dicte sa loi, et sa loi est absolument implacable. C'est fini, les jeunes filles, les théâtres, les batailles. Il n'y a plus de place pour tout ça. Toute cette richesse de l'esprit a été balayée, comme par un raz-de-marée, et tout a été remplacé par cette certitude, horrible, sanglante, implacable, une idée qui ne laisse aucune place, mais vraiment aucune, à quoi que ce soit d'autre. Et attention, cette pensée, elle n'est pas juste là passivement, oh non, elle est vivante, elle est active, il la décrit même comme jalouse. Elle le traque, elle chasse toutes les autres pensées, c'est un tourment de tous les instants. La clé pour comprendre ça, c'est la façon dont il la personnifie. L'idée devient un spectre de plomb. C'est une image incroyable, non ? Un fantôme lourd, pesant, qui est toujours à ses côtés. Ce spectre chasse toute distraction. Et s'il essaye de l'ignorer, de penser à autre chose, eh bien elle le secoue violemment avec ses 2 mains de glace. Et on assiste à une véritable invasion, une conquête en plusieurs étapes. Regardez bien la progression des verbes qu'il utilise. D'abord, l'idée se glisse, presque discrètement, puis elle se mêle à tout ce qu'il pense. Ensuite, elle se colle à lui, elle l'obsède, et ça va jusqu'au bout, elle finit même par l'épier pendant son sommeil. C'est une stratégie de conquête totale de son esprit. Et là, on touche à l'horreur absolue. Même le sommeil, qui devrait être la dernière échappatoire, le dernier refuge, n'en est plus un. La prison est maintenant totale. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans aucune pause. Son subconscient est tellement saturé, envahi, que l'obsession prend maintenant une forme physique dans ses rêves. Elle apparaît sous la forme d'un couteau, un symbole direct, brutal, violent. Il n'y a plus aucun endroit sûr, même pas au plus profond de lui-même. Et on ressent ce moment, ce bref, tout petit instant de soulagement au réveil. Ah, ce n'est qu'un rêve. Cet espoir tellement fugace que toute cette terreur n'était qu'un mauvais rêve, une construction de l'esprit endormi. Une toute petite seconde de répit avant que la réalité ne le frappe en plein visage. Et voilà, le retour brutal. Avant même que ses yeux soient complètement ouverts, avant même qu'il soit pleinement conscient, la sentence est déjà là. Une voix semble lui murmurer à l'oreille. Condamné à mort. C'est terrible. Le réveil est encore plus cruel que le cauchemar qu'il vient de quitter. Et là, c'est le coup de grâce. Il n'y a plus aucun échappatoire visuel. Il ne peut plus regarder nulle part sans y voir sa condamnation inscrite. Sur la pierre humide de sa cellule, dans les rayons pâles de sa lampe, sur le tissu de ses propres vêtements, sur le visage sombre du garde, absolument tout devient un miroir qui lui renvoie son destin. L'évasion n'est plus une option, ni physiquement et surtout ni mentalement. Et tout ça, ça nous laisse avec une question fondamentale. Ce texte a beau avoir plus d'1 siècle, il est d'une modernité incroyable. Il pose une question qui nous concerne tous, au fond. Quelle est la prison ultime ? Est-ce que c'est la cellule de pierre construite autour de nous, ou est-ce que c'est celle bien plus terrible qu'on porte en nous, dans notre propre esprit ?